Bonjour, c'est PistonKirk. Aujourd'hui, on va voir comment installer un pot d'échappement à valve piloté par un bouton PSE tiré de la 996, ce qui a l'avantage de s'intégrer parfaitement à la console centrale de l'habitacle, étant donné que la Boxster 986 et la Porsche 996 partagent le même tableau de bord. Mais avant de voir comment l'installer, et comme d'habitude, on va se demander à quoi ça sert et surtout combien ça coûte, car c'est un investissement conséquent vu qu'il faut débourser autour de 3300 € l'installation. Ce tarif inclut 500 € de main d'œuvre, un silencieux inox à valve avec sa double sortie d'échappement chromé, le faisceau électrique et son boîtier de contrôle, et l'interrupteur PSE tiré de la 996. Comme à chaque fois, le lien vers ces pièces est dans le descriptif sous cette vidéo. En ce qui concerne l'usage, ne cherchez pas une quelconque raison technique. Voyez plutôt ça comme un instrument de musique conçu pour le plaisir des oreilles. Mais le plus simple, c'est encore une illustration par l'exemple avec un petit comparatif avant-après. Ce qui est dommage, c'est que les haut-parleurs de votre ordinateur ou de votre téléphone ne vous permettront jamais de ressentir cette vibration qui vous parcourt l'échine lorsque le son vous enveloppe de ces basses fréquences. On ressent sa voiture d'une toute autre façon, tout en ayant la possibilité de désactiver le système à tout moment pour éviter que ça devienne pénible sur les longs trajets ou désagréable pour les voisins lorsque vous traversez une zone habitée, en particulier de nuit. Mais attention, même si le son est convaincant, il faut savoir que ça n'est pas toujours le cas, car tous les silencieux inox ne se valent pas et on peut vite être déçu à l'usage. C'est pourquoi j'ai demandé à Baptiste Turier de la société Neuf Evo, qui est un des plus grands spécialistes français de la vente et de l'installation de pièces aftermarket Porsche, pourquoi il a recommandé à son client un silencieux de la marque française CART. Ce qui est vraiment important, c'est que cet échappement, c'est vraiment le must. C'est un produit de la gamme Scar, donc un Scar à valve, qui permet d'avoir une sonorité vraiment optimale en valve ouverte, sans avoir les inconvénients d'un échappement sport, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques années de développement pour obtenir ce résultat-là. Produit qui ne pose aucun problème au contrôle technique, pas de problème de pollution. On va dire qu'on remplace simplement le silencieux arrière, donc pas de problème de pollution. Donc un échappement très puissant, très sympathique au niveau sonorité en valve ouverte et en valve fermée, on se retrouve avec une auto quasi d'origine. Et ça, c'est important d'avoir une polyvalence extrême sur un Boxster qui est très difficile à faire chanter. Il y a d'autres produits qui existent au catalogue, mais qui peuvent avoir des résonances désagréables à certains régimes. Là, ça sera vraiment très polyvalent et surtout une sonorité, une mélodie donc, de la gamme Scar qui est absolument parfaite. Pour compléter le propos de Baptiste, sachez que c'est une opération qui n'altère pas le véhicule. Vous pouvez donc remettre votre Boxster dans sa configuration d'origine, par exemple pour une revente. Maintenant que les choses sont claires, passons au montage. Étape 1, démonter le pare-choc arrière. Pour accéder au silencieux d'origine et le démonter, il est nécessaire de retirer le pare-choc arrière. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai fait un tutoriel qui explique cette opération en détail et dont le lien est dans le descriptif sous cette vidéo. Étape 2, démonter le silencieux d'origine. On va commencer par dévisser les deux bagues de serrage des manchons à droite et à gauche qui relient le catalyseur au silencieux. Puis on décale le tuyau de jonction vers le catalyseur pour libérer le coude. À présent, il faut enlever les deux écrous qui maintiennent l'arrière du silencieux qui sont situés ici. Une fois qu'ils sont retirés, on peut passer aux deux boulons qui retiennent la traverse du pare-choc. Pour la retirer, il ne faut pas hésiter à faire de petits mouvements de haut en bas pour la débloquer. Quand on retire la traverse, on retire en même temps une partie de l'isolant thermique, ce qui nous permet d'accéder aux boulons des silent blocks du silencieux. On pulvérise du dégrippant sur les boulons, puis on dévisse. Malheureusement, le boulon tourne dans son axe. Donc il faut caler l'écrou par l'arrière, et dans ce cas, c'est bien plus facile d'être à deux car ce n'est pas très accessible. Quand l'autre côté est dévissé, soutenez le pot avant de retirer le dernier boulon. Puis, vous pouvez l'extraire de la voiture par le bas. Étape 3, remonter le nouveau silencieux. Quand on compare l'ancien et le nouveau, on peut voir que celui que l'on va installer n'a pas de silent block, ce qui veut dire qu'on percevra bien plus fort les vibrations du pot dans l'habitacle, que les valves soient ouvertes ou non. On note aussi que, contrairement au silencieux d'origine, il n'y a rien pour le fixer par l'arrière. On ne pourra donc pas le fixer sur ce support.
Si vous n'avez pas commandé des coudes en inox spécifiques, il va falloir récupérer les coudes du silencieux original. On pulvérise du dégrippant sur les boulons des bagues des coudes, puis on attend 5 minutes. Comme ce sont des pièces rouillées, il faut beaucoup forcer pour les dévisser. Après, pour retirer le tuyau, il ne faut pas hésiter à donner de petits coups de marteau pour tourner la bague et la débloquer. Comme le coude est très difficile à retirer, pour l'enlever, il faut faire des mouvements de rotation en tirant. On enlève ensuite le second coude, puis on l'enfonce dans le nouveau silencieux en veillant à ne pas aller trop loin pour ne pas boucher un des tuyaux du silencieux. Après, on fixe le silencieux à la voiture, mais contrairement à celui d'origine, il n'y a que 2 boulons au lieu de 4. On se rend compte que le coude est relativement éloigné du catalyseur. Heureusement, le tube qui fait la jonction peut bouger, ce qui va nous permettre de compenser cet écart. On a donc pu finalement connecter les coudes au catalyseur, mais nous n'avons pas serré les boulons des bagues de serrage car on s'est rendu compte d'un petit problème. En effet, sur la partie gauche de la voiture, on s'est aperçu que le silencieux touche l'isolant thermique, alors que ce n'est pas le cas à droite, car le silencieux n'est pas parallèle à la voiture. Après avoir mesuré, on s'est rendu compte que le trou à gauche est 1 cm trop haut. Nous avons donc été obligés de retirer le silencieux et nous avons élargi le trou de 1 cm vers le bas, puis nous avons remis le silencieux pour tester. Et cette fois, il était bien parallèle au véhicule et ne frottait plus sur la protection thermique. Une fois les 2 boulons serrés et la bague des coudes serrés, il ne reste plus qu'à remettre la sortie chromée. Elle est fournie avec le silencieux et il s'agit d'une double sortie chromée similaire à celle qui équipe les Boxer S. Mais Richard, le propriétaire, voulait réutiliser sa sortie d'origine car sa voiture est une série spéciale 550 Spider qui n'a pas la double sortie standard propre au S, mais une sortie avec une forme spécifique. Cet objet est assez rare et pouvait être commandé en option sur les Boxer S Phase 2. Malheureusement, comme le système de fixation du poids valve n'est pas le même que sur le silencieux d'origine, il était impossible de remettre la sortie d'origine. Nous avons donc dû installer la double sortie fournie avec le silencieux inox. Étape 4, installer le circuit d'air des valves. Maintenant, l'installation du silencieux est terminée. On va donc pouvoir passer au branchement électrique ainsi qu'aux conduites d'air. Pour nous faciliter l'accès au moteur, on va retirer le couvre-capote en dévissant les 4 écrous qui le maintiennent. Pour récupérer la pression d'air qui va ouvrir les électrovannes, on va se connecter sur cette durite en utilisant cette jonction en Y. La pression d'air récupérée va alimenter l'électrovanne fournie avec le silencieux et cette électrovanne va distribuer la pression dans ces 2 tuyaux qui sont reliés à la valve de droite et de gauche du silencieux. On commence donc par connecter les 2 durites sur chacun des clapets, puis on les amène en haut du moteur pour les connecter à l'électrovanne. On met la patte métallique de fixation sur l'électrovanne que l'on va fixer à cet endroit. Comme les tuyaux qui viennent des vannes sont trop longs, on va les raccourcir avant de les fixer à la jonction T qui est proche de l'électrovanne. Le tuyau qui repart de cette jonction se connecte à l'électrovanne. Donc pour le raccourcir, il faut d'abord la positionner et la visser pour pouvoir évaluer la longueur dont nous allons avoir besoin. On coupe et on branche le tuyau. Il faut ensuite positionner les tuyaux pour vérifier qu'ils ne touchent aucune des pièces chaudes du moteur. À présent, il va falloir connecter le tuyau d'arrivée d'air de l'électrovanne au circuit d'air de la voiture. On va donc guider le tuyau à l'électrovanne de la voiture. Passer le nouveau tuyau est facile, mais celui d'origine est bien trop court pour arriver à mettre facilement la jonction en Y car la pipe nous gêne. Du coup, on va le rallonger un peu en utilisant une pince à long nez pour maintenir la durite d'origine pendant qu'on glisse dessus un caoutchouc de jonction. Ensuite, on raccourcit cette jonction, on glisse dedans un tuyau rigide que l'on va raccourcir pour qu'il arrive au niveau de notre jonction en Y pour le brancher dessus. Il ne nous reste plus qu'à connecter le tuyau du haut à l'électrovanne de la voiture. On reconnecte la prise électrique de l'électrovanne de la voiture, puis on reclipse l'électrovanne dans son emplacement d'origine et pour finir, on repousse les tuyaux pour ne pas qu'ils frottent sur les pipes. Le système de pression d'air est en place, mais maintenant il va falloir alimenter en électricité la nouvelle électrovanne que nous venons d'installer. Étape 5, installer le circuit électrique. Tout à l'heure, pour positionner l'électrovanne correctement, nous avions branché la prise d'alimentation électrique. Il faut passer le câble du bloc moteur à l'habitacle jusqu'au boîtier de fusible. On va commencer par démonter la plaque pare-feu qui couvre l'avant du moteur. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai détaillé cette opération dans ce tutoriel dont le lien est dans le descriptif sous cette vidéo. Ensuite, il faut faire un trou à la perceuse pour pouvoir passer le câble du bloc moteur à l'habitacle. Le câble doit être amené jusqu'à la baguette de seuil, puis passé en dessous jusqu'au boîtier fusible qui est au niveau des pieds du conducteur. Pour nous faciliter les choses, nous allons d'abord retirer le siège. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder ce tutoriel dont le lien est comme d'habitude dans le descriptif sous cette vidéo.
Maintenant que l'espace est dégagé, nous pouvons retirer la baguette de seuil en commençant par déclipser les 3 cacherons en plastique noir avec un tournevis plat. Puis on passe dans les trous une clé à laine coudée et on desserre la vis de quelques tours seulement. Il est inutile de la dévisser complètement. À présent, tirez fermement sur la baguette pour la déclipser, puis basculez-la devant vous. Soulevez légèrement le caoutchouc du joint au niveau des encoches de la moquette pour la déclipser. Pour que le câble puisse longer la moquette, il faut d'abord la décoller un peu pour arriver à passer le câble en dessous. Lorsque vous arrivez au niveau de la baguette de seuil, le plastique rigide noir sert de gaine. Il est donc très facile de glisser le câble dedans pour l'amener jusqu'au boîtier de fusible. Nous allons devoir démonter le boîtier de fusible pour accéder aux câbles qui sont au dos. Commencez par déconnecter la batterie, puis aller au boîtier de fusible situé au niveau des pieds du conducteur. Il faut tout d'abord tirer le couvercle, puis enlever les 4 vis qui maintiennent le cache en moquette. Pour déboîter le cache en moquette, tirez-le par le bas vers l'avant et ensuite tirez-le vers vous. Pour pouvoir retirer le boîtier de fusible et accéder aux câbles qui sont derrière, il va falloir déboîter les 4 attaches qui le retiennent. Avec un petit tournevis plat, commencez par déboîter les 2 attaches du côté gauche. Ensuite, tirez légèrement la boîte de fusible vers vous, puis répétez la même opération avec les 2 attaches latérales de droite pour pouvoir le déboîter complètement. Pour alimenter le boîtier électrique qui contrôle les vannes, il va falloir prélever le courant sur un plus après contact. Sur la face avant du boîtier de fusible, on va repérer l'emplacement A7 qui correspond aux antibrouillards qui ont l'avantage de se couper en même temps que le contact. Au dos de ce boîtier de fusible, comptez 7 colonnes en partant du haut pour retrouver l'emplacement des antibrouillards, c'est-à-dire le A7. On va prendre le câble du haut pour prélever le courant après le fusible. Ensuite, on dénude une petite section de câble sans le couper pour y greffer et souder le câble d'alimentation du boîtier. Cela dit, comme le câble d'alimentation est fourni avec une cosse voleuse, si vous voulez vous simplifier la vie, vous pouvez repiquer le courant de cette façon, même si personnellement je suis plus adepte des soudures. Après, il suffit de suivre les instructions de branchement qui sont très claires. Avant de mettre un interrupteur dans la console centrale, il faut tester si les branchements fonctionnent. Comme ça marche, on peut installer l'interrupteur. Étape 6, installer l'interrupteur. Pour faire passer le câble de l'interrupteur facilement, on va devoir retirer la console centrale. Comme je n'avais pas d'outil de déclipsage sous la main, j'ai dû me débrouiller autrement en piquant discrètement le couteau Nutella en plastique de ma petite sœur. J'espère juste qu'elle m'en voudra pas pour ce sacrilège. Et comme vous pouvez le voir, ça marche très bien. Une fois que c'est déclipsé, il faut débrancher chaque interrupteur des caches latéraux, puis dévisser les 4 vis de la console centrale. Avant de la retirer, on va d'abord recouvrir le pommeau du levier de vitesse avec un tissu, puis le basculer vers l'arrière. Et enfin, on peut extraire la console centrale. Maintenant, on va pouvoir passer les câbles beaucoup plus facilement. Pour une phase 2, la procédure n'est pas tout à fait la même. Pour déboîter la façade d'une console centrale de phase 2, on va utiliser un outil de déclipsage emballé dans du tissu et l'insérer au niveau de l'interrupteur le plus haut. Ensuite, tirer avec les doigts tout en maintenant la grille avec les pouces. Maintenant, on va libérer un espace pour l'interrupteur PSE en poussant très fortement sur le cache par l'avant pour le déboîter. Pour retirer la grille de ventilation, utilisez un petit tournevis plat pour appuyer sur les clips qui sont en haut. Une fois que la grille est retirée, on peut mieux voir les clips et où il faut appuyer. Le reste de la procédure est identique à la phase 1. Il suffit de retirer les 4 vis qui retiennent l'armature pour retirer le bloc de commande de clim et l'autoradio en même temps. Maintenant que l'espace est dégagé, vous pouvez faire passer les câbles de l'interrupteur derrière l'armature métallique de la console centrale en veillant bien à les faire passer par ces 2 espaces dédiés. Une fois que c'est fait, vous pouvez remettre en place le bloc de commande de clim et d'autoradio, ainsi que le cache. Lorsque tout est remonté, il ne vous reste plus qu'à profiter de la nouvelle sonorité de votre voiture. Au final, même si cette symphonie de cylindre à plat a indubitablement un charme envoûtant, reste encore à savoir si le coût de l'installation se justifie à vos oreilles. Pour ma part, la seule chose que je peux vous garantir, c'est que Richard, le propriétaire de cette Boxster, n'a pas regretté son choix une seule seconde. Et d'ailleurs, je tenais à le remercier chaleureusement de m'avoir contacté pour partager cette expérience. Allez, à la prochaine!